Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Bon retour, bon week-end, bon début de week-end et bonne arrivée pour toute l'équipe qui va vous accompagner aujourd'hui, demain et après-demain. En tout cas, c'est un plaisir particulier de vous avoir avec nous aujourd'hui. En ce vendredi 6 avril. On retrouvera ce matin sur le plateau le doc de la matinale. Avec lui, on va parler à J-1 de la journée mondiale de la santé, de cette fameuse thématique santé pour tous. Santé pour tous, l'accès à la santé, gratuite ou pas. Quels sont les pays qui appliquent cela ou pas? On en est où sur notre système de santé ici en Algérie? Qu'a-t-on accompli? Que doit-on encore faire? Quels sont les défis qui nous attendent? Autant de questions qui seront posées aujourd'hui à l'occasion donc de la célébration de la journée mondiale de la santé. Avec nous aujourd'hui aussi ce matin sur le plateau, il s'appelle Karim Hammaï. Alors lui, il est inventeur. Il a développé sa première machine. Alors c'est une machine qui fabrique du pain. C'est un tagine. Vous connaissez l'ancien tagine? Celui de nos mères et grand-mères et quelquefois de nos épouses quand on a de la chance d'en avoir une qui fait du pain semoule à la maison. Et bien aujourd'hui, il va nous parler de son innovation à lui. On va la découvrir. C'est une machine qui permet de fabriquer du pain aromotajin, aromakoran, ça dépend comment on l'appelle, du pain traditionnel. Ça dépend comment on l'appelle, ça dépend des régions surtout. Hein. Je joue juste la parenthèse parce que c'est ça qui fait quelquefois la différence entre les appellations, mais sinon c'est pratiquement le même pain partout. On parle pas du matloa, hein, on parle d'Aroum Al-Quran. Alors ce matin on va en parler parce il en a fabriqué une qui permettrait d'en confectionner à l'échelle industrielle. Comment, pourquoi, d'où ça a été créé, d'où ça vient et comment ça fonctionne, c'est avec Karim Hammaï ce matin sur le plateau de la matinale. Lui il s'appelle Walid Ranmi, il a fini ses études il y a quelques années, il est auditeur chez PwC et aujourd'hui il vient nous parler de son application ou son site internet plutôt, sa plateforme juridique, ça s'appelle Legal Doctrine. Vous avez sûrement croisé l'actu, on en avait beaucoup parlé ces derniers mois. Ben, ça tombe très bien, c'est un site qui réunit toute la législation algérienne depuis 1962, ou peut-être un peu plus, mais on va découvrir un peu comment ça fonctionne. Comment ça a été fabriqué? Quelle a été l'ambition derrière? En tout cas, si vous cherchez n'importe quelle loi, n'importe quel texte, ça se passe sur legaldoctrine.com. Alors, Legal tout court, tiré du 6 doctrine, doctrine.com. Simplifiez votre recherche juridique grâce à notre moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui permet de retrouver tout cela tout facilement. D'ailleurs, avec une version test de 24 heures si vous le souhaitez. Voilà, et sinon vous pouvez vous abonner. Ça c'est pour les spécialistes et pour ceux qui cherchent toutes les actus. Ben, ça tombe bien, on en parlera tout à l'heure. De toute façon, on va découvrir tout cela avec Walid Ranmi sur le plateau. Amin Bekouche, il est organisateur d'une deuxième édition du Salon international de la mode, du textile. Et ça se passe au centre des expositions d'Oran du 25 au 28 avril prochain. Il sera sur notre plateau pour en parler. Puis on finira tout à l'heure avec Hakim Keshroud. Et oui, avec Keshroud, on va parler sport, toute l'actu de la semaine et de ce début de week-end, ça se passe avec lui. N'hésitez pas à nous écrire sur nos pages de Canal Algérie sur Facebook, Twitter et Facebook, Twitter et YouTube. Ou sinon, @Mahrez Rabia, tout court un peu partout, Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez surtout pas. Bienvenue à vous tous, bienvenue chez vous. Sans plus tarder, comme le veut la tradition, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. La météo de ce matin, ça se passe avec Friel Chir. Friel, bonjour. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien, le printemps s'installe en force en Algérie. En effet, le soleil s'imposera largement au nord comme au sud. Le temps s'annonce dégagé, voilé par endroits, notamment à l'ouest, l'extrême sud, le Hogar, le Tasli. Sans plus tarder, voici les températures prévues pour cet après-midi. Eh bien, elles vont être très agréables, printanières. On attend cet après-midi 29 degrés à Alger. Il fera 30 à Oran, 22 à Navaskikda, 29 aussi à Guelma, 25 pour la wilaya de Betna, 26 à Taret, 31 degrés sur la partie sud à Béchar, 32 à Tindouf, 34 Hassim Saoud, 31 degrés Gardaya, 38 au Sahara central, 33 à Tamanrasset Janet et enfin 40 à l'extrême sud. Vous l'avez compris, le temps s'annonce relativement chaud cet après-midi en Algérie, au nord comme au sud. Sans plus tarder, place ce matin au continent européen.
bien. Eh bien aujourd'hui en Europe, le temps reste mitigé, le soleil sera très présent vers le centre. On attend tout de même un temps couvert et pluvieux. À Dublin, le temps sera couvert et pluvieux. Un temps couvert aussi est prévu à Lisbonne. Côté température, 15 degrés grâce à la présence du soleil pour Berne, 19 à Paris, 23 à Bordeaux, 15 aussi pour Londres, 22 à Madrid, 12 degrés seulement pour Lisbonne, 23 à Rome, c'est le maximum aujourd'hui en Europe. Cet après-midi, 16 degrés pour Budapest, 11 à Varsovie et enfin, il fera 18 degrés à Bucarest ainsi qu'à Athènes sous un ciel voilé. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h13. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les3w.meteo.z. Je vous souhaite de passer un agréable moment avec vous, Mahrez. Profitez du soleil. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Et tout à l'heure, effectivement, à midi. Et sinon, mesdames, messieurs, on se retrouve dans quelques instants avec Fethi Benachnou. On va parler de la journée mondiale de la santé. C'est demain, samedi 7 avril. Alors, la thématique de cette année, c'est santé pour tous. Est-ce réellement appliqué un peu partout? On en est où sur notre système de santé? Comment le faire évoluer? Quelles sont ses défaillances? Quels sont aussi ses points forts? Tout cela, ce sera avec Dr Benachnou et ce sera dans quelques instants. Juste après, un peu de musique, un peu de Chabi, avec un chanteur, un maître qui nous a quittés. Eh ben oui, Hachmi Grouabi. C'est le maître. Ah, oui. Quand la musique algérienne et la chanson algérienne produisaient dans les quartiers, dans les... Continuez à produire, docteur Benachou, qu'est-ce que vous racontez? Peut-être pas dans le même genre, peut-être pas avec le même style, peut-être pas avec la même classe, mais la scène algérienne continue à produire. Ça c'est nous, ça fait partie de nous. Dites-le, dites je suis nostalgique. Non, voir un Hachmi sur scène avec cette élégance, cette prestance, ce sourire, cet orchestre qu'on ne voit plus, là on voit que des trucs... comment on appelle ça? C'est pas acoustique, hein, c'est mécanique, je sais pas moi. En tout cas, chacun est libre. Hein, ouais, c'est ça. Mais moi, je suis pour cette forme de culture. Mais pas nostalgie. C'est pas grave, c'est pas un défaut la nostalgie. Hein. Faut juste pas vivre un peu trop longtemps dans le passé, mais sinon c'est. Non, très bien. Si je suis présent, c'est parce que j'ai un passé. Si je suis présent, c'est parce que j'ai un passé. Je ne m'invente pas. On ne s'invente pas, on est une accumulation à travers les siècles. Rien n'empêche que la nostalgie ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de passé, de beaux passés, et un beau présent et un futur avenir encore plus beau. Et on est prêt pour aller de l'avant. Quand on a une nostalgie, ça veut dire qu'on est prêt pour aller de l'avant. Mais pas... Et ça s'arrête là. Par exemple, la médecine, la santé... C'est une accumulation durant des siècles. Chaque chercheur, chaque savant, chaque médecin a trouvé le fil d'Ariane. Tout doucement, et on arrive. Et ça tombe bien, parce que j'allais vous dire... ça tombe bien, non, ça tombe bien parce que c'est tombé. Ouais, c'est marrant ça. C'est bien. C'est que quand tu fais de la télé, j'ai l'impression d'être un chien attaché, quoi. Je suis attaché de partout. Alors du coup, non, mais ça tombe très bien. Vous avez parlé de santé, vous avez parlé de siècles d'histoire de la médecine. La médecine, c'est pas hier. La médecine, c'est pas avant-hier. La médecine est une science qui a été développée par des peuples si différents à travers l'histoire. Voilà. Mais la santé aujourd'hui a sa journée mondiale. Alors d'où vient-elle d'abord pour commencer? Parce qu'on va parler de la thématique dans quelques instants, la couverture universelle de santé, la santé pour tous, l'accès à la santé. Est-il possible aujourd'hui dans tous les pays du monde? Les soins élémentaires ou pas? L'Algérie, ses défaillances, mais aussi ses qualités, parce qu'il faut voir aussi l'autre partie du verre qui est plus ou moins bien remplie. Alors du coup, mais avant, elle provient d'où cette journée mondiale de la santé? 7 avril. Hein. Très bonne introduction de votre part à cette journée. Non, sincèrement, je vais la décortiquer. La retraite, c'est D'abord, oui, c'est important. C'est quoi cette journée mondiale de la santé? Il y a des gens qui pensent que c'est faire des réceptions gazeuses, des bouquets de fleurs. Non. D'abord, la journée mondiale de la santé, elle a été et elle est instituée par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, c'est quoi? On ne la connaît pas assez. Je ne parlerai pas du côté administratif, budget, finance, je parle en tant que
élément en tant qu'organisme dépendant de l'ONU qui s'occupe, qui est à l'écoute 24 heures sur 24 de la santé des citoyens du monde, au niveau du monde entier. Et l'Algérie est un élément, est un actif au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une observation de l'état de la santé dans le monde durant une année. Et à partir de cette observation, à partir de ce fait de scruter l'état de santé au niveau du monde, des citoyens, et on décide de dire, ah, cette année, on va mettre le paquet sur cet aspect. Ouais. Si on analyse bien, cette année, c'est la santé pour tous, la couverture universelle. C'est-à-dire qu'il faut une couverture basique de santé. Si on a observé cette année, il y a beaucoup de populations déplacées, des réfugiés à cause de guerres, à cause de problèmes économiques. Et ces réfugiés se trouvent dans un état de santé, on peut le dire, déplorable. D'où les épidémies d'Ebola, les épidémies de choléra, les morts d'enfants, les femmes non suivies dans la grossesse, un état de santé défaillant. Alors on se dit, ah, cette année, il faut attirer l'attention sur le fait d'assurer une couverture sanitaire, médicale des plus strictes. Il faut, d'où la notion de cette année. Ouais. Et chaque année, la journée mondiale de la santé, c'est un thème, c'est pas une journée mondiale au khlas. Il y a un thème à respecter qui est cette année celui de la couverture universelle, c'est-à-dire la santé pour tous. Mais ça tombe très bien. Je crois que c'est une fierté pour l'Algérie, de par son histoire. Dès les premières années de l'indépendance, nous nous sommes trouvés face à un afflux de réfugiés. Mais c'était des réfugiés, des citoyens, des concitoyens qui fuyaient les bombardements durant la colonisation, les bombardements au napalm, les destructions de villages, et qui fuyaient et qui ont fui vers les zones frontalières marocaines ou tunisiennes. À partir du moment où on a eu notre indépendance, ces gens, ces citoyens, ces concitoyens ont pensé revenir à leur pays, mais dans un état déplorable. Et l'Algérie, à l'époque, ceux qui dirigeaient l'Algérie à l'époque, ceux qui étaient chargés de la population et de la santé de cette population, ont vraiment, sincèrement, redressé les manches de leur coude après. Qui sont-ils ? On peut citer, par exemple, je vais peut-être... À l'époque, on parlait de gouvernement, ou on parlait plutôt de médecins qui avaient tenu debout et qui avaient été formés, voilà. Et qui ont c'était la notion, de grands services. La notion de gouvernement n'existait pas. C'est des gens qui se sont dit, on a un gros problème de santé dans notre population, et c'était là. Alors il fallait en avant. Par exemple, pour citer Madame Jani Belkhouja, Allah yarhamha, professeur Chollet, professeur Grango, professeur Mantouri, et je m'excuse, j'ai oublié beaucoup. Après, aujourd'hui, on est juste en train de survoler l'histoire. L'histoire, voilà. Il faudrait l'écrire un jour et la diffuser. Et on a établi progressivement un système national de santé que des gens décrient maintenant, je ne comprends pas pourquoi. Ce système national de santé a été construit, a été fait pour répondre aux besoins de santé. Et on a fait, on a fait un système de santé basé étant beaucoup plus proche des citoyens, des besoins, et l'hôpital n'a été situé qu'en tout dernier lieu. Alors, mais juste, vous avez dit, on décrit aujourd'hui. On le critique. Oui, il est décrié, si vous le souhaitez. Et il est critiqué aujourd'hui. Peut-être qu'il était efficace pour cette époque-là, pour 62 jusqu'à, allez, on va dire 82, 20 ans, peut-être jusqu'à 92. Mais peut-être qu'il n'est plus adapté à une population plus grande, déjà pour commencer. Peut-être qu'il n'est plus adapté de par les techniques, les stratégies d'organisation aussi. Parce que vous savez, l'organisation aujourd'hui, la logistique, l'organisation, c'est un métier, ça s'étudie. Ce n'est plus, il a des qualités d'organisation, il est raffiné dans ses choix. Non, maintenant, c'est vraiment de vrais diplômes que l'on... J'ai réfléchi à cette question. La gestion. Oui, j'ai réfléchi à cette question. Je me disais...
Oui, le système est inadapté parce qu'il y a d'autres choses. Non, je crois qu'il faut d'abord affiner son analyse. Il faut être très strict. Premièrement, dès qu'on évoque le système de santé, on parle de l'hôpital. L'hôpital n'est qu'un des éléments du système de santé. Là où moi je parle, et l'OMS met le paquet, sur les besoins de santé élémentaires, besoins de base. Je cite un exemple d'actualité. La tuberculose, la poliomyélite, qu'on dit polio, la rougeole, qui maintenant nous paraît être un monstre du Loch Ness qui est sorti de je ne sais où, ce sont des pathologies qui relèvent et qui étaient très très bien gérées par le système de santé élémentaire. C'est à partir, par exemple, je vous dis une chose, oui. Les PMI, au jour d'aujourd'hui, elles ont leur place et elles doivent être vivifiées. PMI, rappelez-nous. Protection maternelle et infantile. C'est la protection de la maman en grossesse, tout ça, et vous avez les gros problèmes qu'on a dans les accouchements, tout ça. Deuxièmement, la vaccination, mais qui était un truc dans lequel on était le Barça, si je puis me comparer. Vous voulez dire qu'on était en avance. On était en avance. Et on avait pris toutes les précautions. Et comment se fait-il et comment se fait-il que 50 ans après, on se noie un peu dans des cas de rougeole, bohamron. Mais c'est débile. Alors là, on se pose la question. Ayant un excellent instrument, qui est le système national de santé, non pas uniquement centré dans cette pathologie qui s'appelle l'hospitalocentrisme, mais on a mis à un certain moment quelqu'un, j'aimerais bien le connaître, qui a dit non, on ne vaccine pas dans les PMI, on vaccine à l'école. On les vaccine à l'école. Comment la PMI fonctionnait depuis 50 ans, ça marchait, on décide un jour de dire à l'école, on dit on vaccine à l'hôpital. Vous voyez, c'est cette tendance pathologique de dire l'hôpital, elle a été étudiée, c'est l'hospitalocentrisme, c'est pas chez nous. Et c'est là où l'OMS, grâce à cette journée Santé pour tous, nous, en tant qu'Algériens, on peut dire qu'on peut être fiers. Non pas c'est parce que c'est un match de football, on a gagné, non. On peut être fiers, et j'en parle en tant que médecin et professionnellement. Nous avons eu un système de santé qui a pensé à une médecine de masse par la vaccination. On a mis des structures. Le CEMEP, le service d'épidémiologie et de médecine préventive, on a mis en place le BCH, le bureau communal d'hygiène. Docteur Benachou, vous parlez de la capitale seulement? Non, ça c'est national. Parce que vous avez parlé d'hospitalocentrisme, c'est très bien, c'est vrai que ça existe. Et ce n'est pas propre à l'Algérie, mais hélas, tout le monde se dirige vers les hôpitaux, en Algérie aussi. Le problème, c'est que nous, on nous taxe aussi d'algérocentriste, si vous le souhaitez. Et il est vrai que quelquefois, quand on s'intéresse à des thématiques, on ne parle que de la capitale. Et la capitale, malgré ce brouhaha et malgré tous ses manques et ses défaillances, avec ses qualités aussi, qu'il est important de rappeler qu'il y a du bon aussi, vous l'avez cité il n'y a pas si longtemps, vous avez énuméré d'ailleurs une liste de bonnes actions et de bons outils disponibles, mais on ne parle pas assez des autres villes. Et les autres villes qui ont des années de retard sur la capitale. Oui, si j'ai parlé... Et qui ont quelquefois 10 fois plus de compétences et de qualité que cette même capitale. Il y a quelques secondes, je parlais du système national de santé. Je n'ai pas parlé du système algérois de santé. Oui. Attention, ça c'est important. Oui, mais docteur Benachnou, la capitale, elle est lotie de 4 ou 5 grands centres hospitalo-universitaires. Vous allez dans d'autres villes, vous n'aurez pas un seul hôpital qui soit aux normes. Vous voulez que je vous réponde? Oui, non, mais j'aimerais bien qu'il n'ait pas ces hôpitaux. On construit des hôpitaux, mais qu'ils renforcent leur système de santé de base. On n'en construit plus, docteur Benachnou, depuis des années. Vous m'excuserez, mais nous sommes en train d'agir... Non, je parle des polycliniques. Oui. Ah, des polycliniques, oui, parce que les grands hôpitaux... de santé. Vous m'excuserez, sur la capitale, on n'en a pas construit depuis l'indépendance. Je ne parle pas des hôpitaux. Après, il y en a quelques-uns. Je parle des... Mais pas de la même envergure que les Mayo, les Mustapha et... Je précise, je parle des structures de santé de base. Je parle des polycliniques qui sont à l'échelon national. Je parle parce que, et comprenez-moi bien, parce qu'on a pensé
les hôpitaux, construire les hôpitaux. Tout se passe à l'hôpital et ça s'est trouvé un hôpital dépassé. Vous savez qu'un accouchement peut avoir lieu dans une maternité, pas forcément à l'hôpital. Dans la science médicale, l'hôpital ne doit accoucher que les grossesses à risque. Dépister. Sinon, on doit accoucher où? En clinique privée, non, attendez. Dépister durant le suivi d'une grossesse qui ne peut se faire qu'aux structures de base. Lorsqu'on détecte qu'une grossesse, il y a des critères, il y a des normes, qu'une grossesse est dangereuse, à ce moment-là, il faut, par exemple, une femme qui accouche pour la première fois, elle doit automatiquement accoucher dans un bloc opératoire. Et vous savez pourquoi les centres de proximité ont été désertés? N'ont pas été désertés. On les a désertés. On les a fait déserter, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi beaucoup se retournent vers les grands centres et non, vers les hôpitaux, quoi, et non pas vers les polycliniques et les centres de proximité? J'ai mon idée, allez-y. Moi, je vais vous le dire. Oui. Les années 90, les années 2000, vous alliez dans un centre de proximité, on peut prendre n'importe quel exemple, de n'importe quelle ville, dans n'importe quelle commune, et vous verrez que, par exemple, pour la partie, pour le dentiste, dentiste, c'est important. Oui, parce que dans ces centres, on retrouve un dentiste, un médecin généraliste, on retrouve toutes les... Donc l'État a mis en place les structures... Pas de coton, docteur Benachnou. Pas de coton, pas de compresse. Et on vous renverra soit vers la pharmacie, soit en vous disant, allez voir... Je vous pose la question. Cette absence d'approvisionnement en coton, d'approvisionnement en... Non, peut-être plus aujourd'hui, hein, non, mais je vous parle d'une certaine époque. Non, en cliché de radio. Comment se fait-il que régulièrement il y a ce type? Et les vaccins? Comment se fait-il que l'on dit « Ah, attention, les vaccins sont comme ça ou comme cela ?» Mais parce qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle l'éducation sanitaire, c'est parce que le CEMEP, la médecine préventive, c'est parce que l'INSP se sont mis en veilleuse et ils ne se sont pas occupés à faire de l'éducation sanitaire dans les écoles, on entendait des idées que les vaccins sont comme ceci. Je parle des vaccins, hein, oui. Je parle des trucs. Des radios qui tombent en panne, des radios basiques, hein, des systèmes de radiologie basiques qui tombent en panne et qu'on laisse pour dire qu'après, à côté, il y a un scanner, ce qui est débile. Les malades viennent nous dire Tabib, moi je veux un scanner. Mais un scanner, c'est dans une logique, dans une démarche de diagnostic, c'est au médecin de voir le moment où, si il y a nécessité de scanner. On a rempli la tête des gens. Ah, il y a le scanner de dernière génération. Moi, je lis, je reste bouche bée. Ils mettent des chiffres X, X3, DY, je sais pas trop quoi. On a l'impression de la NASA ou de trucs. Alors que le scanner, si on l'a tomodensitométrie ou l'IRM, il doit être inscrit dans une démarche diagnostique. On ne fait même plus d'examen physique pour dire ça c'est des hémorroïdes ou ça c'est un processus tumoral. On y va tout de suite à traiter les hémorroïdes et c'est ce qui fait que ça développe. Donc vous voyez que le thème de cette journée est inscrire à l'actif du système national de santé, qui ne doit pas être ramené. Quand on parle du système de santé, je ne parle pas de l'hôpital. Si l'hôpital a des problèmes, il faut les résoudre. Mais moi, je parle de cette pyramide et du côté basique des systèmes de soins dont parle l'OMS. Ah ben, il a tout dit ce matin. J'espère. Vous avez vidé votre sac. Non, il faut aimer. Ça fait un moment que vous n'avez pas parlé, docteur Benachnou. Non, il faut aimer, il faut défendre, il faut être strict et précis dans ses analyses. Vous l'avez fait avec passion, conviction et valeur, mais surtout dignité. Merci à vous. Merci, docteur Benachnou. Et bon courage. Couverture universelle de santé, santé pour tous. Alors, il y a à boire et à manger sur cette thématique. Bien évidemment, il y a de belles choses qui ont été faites depuis quelques années. Et bien évidemment, il reste beaucoup à faire. Ça aussi, c'est important. Bon retour à tous les résidents qui devraient reprendre bientôt leur service, vu qu'il y a eu des négociations ont abouti à 80% vers le positif pour eux. Et ben, bonne chance à eux et bonne chance aux malades algériens surtout. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Mais ça tombe bien, vous qui êtes très proche de la société civile et des associations, forcément des associations, il y a une course que l'on voulait vous rappeler pour demain, c'est la course Nord Doha pour les enfants autistes. Rappelez-vous, le 2 avril dernier, rappelez-vous, si vous ne le savez pas, c'était la journée mondiale des... Pour les cancéreux, hein. Nord Doha s'occupe des cancers. Ouais, mais je crois que la course de demain, elle est pour les autistes. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Ah bon? Mais ce qui est sûr,
ce qui est sûr, c'est que le 2 avril dernier, c'était la journée mondiale de l'autisme. Oui. À cette occasion, c'était une opération maghrébine qui avait été lancée par un ensemble d'associations pour s'habiller en bleu. C'était histoire d'être solidaire avec et les familles et les enfants et les jeunes et ceux qui sont porteurs d'autisme. Donc, et demain, Nord-Doha organise une course au parc zoologique. Oui. L'association qui accompagne les personnes malades atteintes de cancer, effectivement. Alors, c'est pour les enfants autistes. C'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, dans tous les cas, Nord-Doha, demain, organise une course autiste, cancéreux. Si c'est pour la bonne cause, allez-y, c'est demain. Ça se passe au parc zoologique de Berakloun. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce coup de projecteur sur un centre pour enfants autistes. Et ça tombe très bien. On reste un peu dans la même thématique. C'est Manal Boutouaba qui nous a préparé ce reportage. Oui. Aujourd'hui, pour Abdelhaq, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec sa psychologue. Il est suivi pour ses troubles du spectre autistique. Pris en charge rapidement, il est aujourd'hui en 3e année primaire avec une moyenne de 9,90. Mais il doit encore travailler sur ses difficultés cognitives et d'intégration. Et ce n'est pas de tout repos. Perturbé par notre caméra, Abdelhaq devient violent. Attention, bêtise Abdelhaq. On essaye de trouver des solutions et de lui donner des outils pour surmonter ces difficultés qui l'empêchent de suivre en classe. Avec ces outils, on l'aide à se concentrer, à prêter attention à ce qu'on lui dit. Il utilisera ses prérequis et puisera dans ses connaissances. Les troubles du comportement font partie des principaux symptômes de l'autisme, avec les troubles de la communication et un caractère restreint et répétitif. La perception de l'enfant est altérée dès le début de la vie. Il est incapable d'échanger ou de décrypter les codes sociaux ou affectifs. Avec une équipe pluridisciplinaire composée de 5 orthophonistes, un psychiatre, une psychologue, 3 éducatrices spécialisées, une psychomotricienne et une responsable de l'hygiène, le centre aide les enfants à comprendre le monde qui les entoure. Eya et Wassim, 4 ans, apprennent le triage, une activité de concentration où la motricité fine joue un grand rôle. Ces automatismes, ces enfants-là admis depuis 2 mois seulement, ne les ont pas encore acquis. Pour Nadia, leur éducatrice, le plus dur est d'attirer leur attention. Premièrement, il y a les nouvelles. Elle a le trouble de communication. Quelles sont par exemple les lacunes d'Ella? Ce qui est le plus compliqué? La stabilité. D'accord. La stabilité. Elle ne tient pas assise à la chaise. Le regard taha. Voilà. D'accord. Donc la difficulté, c'est justement d'établir un contact oui, visuel, exactement. Le but est de construire progressivement ce qui n'a pas été acquis naturellement. Dans ce centre, l'on apprend le calcul, les formes, les couleurs, les lettres, et en parallèle, à souffler, à désigner du doigt, à ramasser les objets, répondre à une consigne, mais avant tout, à être autonome. Abdelrahman, 4 ans, souffre d'un retard de développement psychomoteur. Il apprend aujourd'hui à sauter avec son éducatrice. Non, bonjour. Donc il est admis à notre institution il y a à peine 1 mois. Donc on a commencé l'évaluation sur tous les plans, que ce soit sur le plan psychomoteur où il n'y a pas assez d'acquisition concernant l'équilibre, le passage des gestes, la motricité fine, tenir la cuillère, tenir un stylo, et aussi toutes les capacités intellectuelles. On a beaucoup de lacunes qu'on essaie d'évaluer et corriger avec l'enfant. L'enfant est stimulé à différents stades de son développement dans ses échanges avec les autres. L'objectif est d'apprendre à vivre en groupe pour mieux vivre en société. Ici, on ne juge pas, on développe. L'on se focalise sur les atouts de l'enfant et on améliore en parallèle ses déficiences. Les parents sont naturellement impliqués dans ce processus pour instaurer une continuité à la maison. Les parents, on les reçoit 2 fois par semaine déjà. On rend à chaque fin de semaine un flash disque aux parents qui contient toutes les vidéos des enfants, tout le travail de l'enfant, et ils vont l'observer durant le week-end et ils vont continuer le travail. Le centre Waïl pour enfants différents, c'est avant tout le projet d'une vie de 2 sœurs, Amel et Hanan Waïl. L'une est psychiatre, l'autre orthophoniste. Leur leitmotiv, offrir aux enfants atteints de troubles du spectre autistique une structure unique pour une prise en charge globale.
vu que la prise en charge de ces enfants prend beaucoup de temps, on a besoin de beaucoup d'heures de prise en charge dans la semaine elle-même. Ça peut aller jusqu'à 42 heures de prise en charge. On a décidé de créer une institution là où on peut trouver tout l'effectif, tous les personnels de différentes spécialités. En ce qui concerne les méthodes, généralement, c'est des protocoles étudiés. C'est comme le Chopler, la BA, le PEC, c'est des protocoles étudiés adaptés pour les enfants autistes. Selon la classification mondiale des maladies de l'OMS, l'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Il n'est plus considéré comme une affection psychologique ou une maladie psychiatrique. Ce trouble apparaît avant l'âge de 3 ans. Selon les spécialistes, avec un dépistage précoce et une prise en charge adéquate, l'enfant pourra avoir une scolarité et une vie quasi normale plus tard et devenir un membre actif et productif dans la société. Et le coup de projecteur a été signé ce matin, Manel Boutouaba. Excellente matinée à vous tous, nous sommes le vendredi 6 et ce matin avec nous Walid Ranmi. Alors Walid Ranmi, diplômé en finance, il poursuit ses études à l'ESA, l'École supérieure des affaires, l'école algéro-française d'ailleurs. Actuellement vous êtes auditeur chez PwC, vous êtes également fondateur de Legal Doctrine. Walid Ranmi, bonjour. Bonjour Mahrez, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Première télé ? Première télé, exactement. Sérieux ? Avec première télé. Première télé depuis la sortie de ce site internet, de cette plateforme ? Exactement. Donc le lancement de la plateforme a été fait donc le 18 février passé, donc ça fait 7 semaines aujourd'hui. La première Legal Tech en Algérie, Legal Tech, donc Legal and Technologies. Oui. Donc c'est des services juridiques en ligne. Et en réalité, donc le travail qu'on a réalisé, c'est donc en fait de regrouper toute la législation algérienne donc de 1962 à ce jour, et catégoriser le droit algérien par secteur d'activité pour avoir aujourd'hui une plateforme donc en ligne qui regroupe toute juridiction possible imaginaire, donc allant du droit fiscal, le droit social, bancaire, douane ou même à l'instar des hydrocarbures. Donc, et nous avons donc programmé non, ça c'est très bien ce que vous êtes en train d'expliquer. Ouais. Alors, en quoi consiste la plateforme, comment elle fonctionne, ça on va y revenir dans quelques instants. Mais juste avant, qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez fait finance, ensuite vous avez fait l'ESA, aujourd'hui vous êtes auditeur chez PwC. Qu'est-ce qui vous a amené vers une plateforme sur le droit, une plateforme juridique? En fait, j'avais commencé à faire des stages au début de mes études, et je faisais des stages, et durant mes stages, on me demandait de chercher donc des articles, des lois, et je trouvais beaucoup de difficultés. D'accord. Je trouvais beaucoup de difficultés, et en réalité, donc des fois, je mettais une journée, 2 jours à trouver un article de loi, une circulaire, une note, et à partir du moment où je la trouvais, je ne savais même pas ce que c'était la dernière, parce qu'elle était toujours en application ou pas. C'était le principe. Si elle avait été déjà actualisée ou pas. Abrogée ou pas, exactement. Ouais. Donc il fallait encore chercher pour savoir si c'était la bonne ou pas. Donc c'était l'idée est venue de là. Ouais. Après, on va dire que au début, l'idée était un petit peu trop ambitieuse, parce qu'on regroupait toute la législation algérienne. Mais quand vous dites l'idée est venue de là, on est en quelle année? Là, on est en 2009-2010. Ah, déjà? Oui. Il y a 8 ans déjà en arrière. Exactement. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que... quelle a été la première étape? La première étape, c'est de créer un fichier sur mon PC, où c'était écrit droit et législation. Et après, j'avais donc un autre fichier avec la fiscalité, donc le volet social, et ça a commencé. Donc je regroupais petit à petit, plus je faisais des missions, plus j'étais amené à chercher des notes. Donc j'ai intégré petit à petit, et après comme je regroupais donc les journaux sur Jour ADP, donc le site étatique qui regroupe tous les journaux algériens de 1962 à ce jour, et j'ai commencé à les catégoriser. Donc chaque journal qui sortait, je faisais sortir ce qui était des hydrocarbures. Bon, je donne un exemple. Et voilà, ça a commencé comme ça. Une plateforme innovante proposant une base de données législative, votre service juridique en ligne, une offre complète au service des entreprises. Alors, et à l'essai gratuit, c'est-à-dire que, à la base, votre plateforme, elle est destinée aux professionnels. Aux professionnels du droit, en réalité, mais aujourd'hui, les abonnés, donc les utilisateurs qui sont déjà sur la plateforme, qui utilisent déjà la plateforme, sont des juristes, des financiers, des fiscalistes ou même des dirigeants d'entreprise.
Ouais. Donc, parce qu'en réalité, tout le monde s'intéresse au droit et doit être informé de l'évolution juridique. Voilà. Combien de personnes travaillent sur Legal Doctrine? Ben, de près ou de loin, une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une start-up? C'est une start-up, qui a été créée juridiquement en septembre 2017. Oui. Donc, qui porte le nom de Legal Doctrine. Ah, Legal Doctrine. Legal pareil. Doctrine, exactement. Legal Doctrine Algérie. Et qui a lancé sa plateforme donc le 18 février passé. Alors, mais quel est le quotidien de ceux qui travaillent sur cette appli? Alors, enfin, sur cette plateforme, c'est pas une application mobile. Hein, c'est pas vrai que j'arrête pas de dire application, parce que c'est le mot qui revient le plus souvent. Donc oui, exactement. Mais en fait, l'application, donc la plateforme en ligne, donc le travail quotidien est déjà de vérifier qu'on a tous les textes. C'est très important. Et le travail de veille juridique. Oui. Le travail de veille juridique est très très complexe quand même, parce qu'en réalité, il faut chercher. Comme les textes juridiques ne sont pas publiés sur Internet, donc on a créé un algorithme qui ratisse le net pour essayer de trouver chaque décret, chaque loi, chaque circulaire, ou chaque note publiée par les instances donc, juridiques ou les ministères. Et sinon c'est aussi répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, on propose aussi un service qui est très important, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on a un abonné qui cherche sur le moteur de recherche son article et qu'il ne le trouve pas, donc on l'aide, on l'assiste à essayer de trouver l'article. C'est à partir du moment où le texte n'est pas trouvé, donc on se déplace au sein de l'administration pour récupérer le document demandé. D'accord. Voilà. Ça c'est un service proposé aux abonnés. Alors il y a d'abord Legal Doctrine, donc fiscale gratuitement pendant 24 heures, parce que vous l'avez dit, hein, c'est sous catégorie, c'est-à-dire il y a Legal Doctrine fiscale, il y a d'autres catégories. Non. En fait, non. En fait, c'est une seule plateforme. D'accord. C'est une seule plateforme, donc un utilisateur, quand un utilisateur souscrit un abonnement, il a accès à tout le fond juridique. Oui. Donc il a le droit déjà, il a un moteur de recherche qui lui permet donc d'accéder à tout le droit algérien. Et il a un moteur de recherche qui lui permet d'accéder à tout le droit algérien, un dictionnaire économique, un dictionnaire juridique et tous les secteurs d'activité. Donc, c'est pas une plateforme par secteur. Alors, tester la plateforme juridique en accès limité, ça c'est la première partie, ça peut durer 24 heures. Exactement. Ensuite, il y a l'abonnement. Et l'abonnement, ça coûte combien? Donc l'abonnement, c'est un abonnement annuel qui peut aller de 5 900 dinars par mois jusqu'à 12 500 dinars par mois. Quelle est la différence? Ça dépend le nombre d'utilisateurs employés par l'entreprise. Vous vous alignez un peu sur les sites qui proposent aussi les fameux appels d'offres, Algérie Marché, Tinder? Non, pas du tout. Non, la thématique est différente. Mais en termes de prix, on a l'impression que vous êtes un peu sur le même... On est à peu près dans le même segment, oui, effectivement. Oui. Aujourd'hui, combien d'abonnés compte Legal Doctrine? Cette semaine après le lancement, on a dépassé la barre de 130 abonnés, donc 130 clients. Ce qui est pas mal, quoi. Ce qui est extraordinaire, exactement. Ouais. C'est pas mal pour c'est un bon lancement. Et nous avons déjà de grands cabinets de conseil, des multinationales, des PME, des TPE. Voilà. Alors je vais vous montrer pour ceux qui veulent s'abonner. Et tiens, pour l'abonnement, alors une fois qu'on l'a essayé pendant 24 heures, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on remplit et on paye comment? En réalité, le test gratuit est très facile d'utilisation. C'est un petit formulaire de... C'est ce que je montrais tout à l'heure à l'image. Ouais. Et à partir du moment où on veut s'abonner, donc on souscrit un abonnement directement, on fait une commande en ligne. Oui. Donc nous, on reçoit le bon de commande et vous recevez directement une facture pro forma. D'accord. Et dès que vous êtes d'accord pour prendre un abonnement, vous passez au paiement. Et donc le paiement se fait soit par chèque aujourd'hui, soit par virement bancaire. Oui. Et pas encore de paiement en ligne. Pas encore de paiement en ligne. Oui. Bientôt, j'espère. Bah oui. Et ça vous facilitera la vie. Exactement. Donc dès que le virement est passé, dans les 48 heures qui suivent, l'abonnement est libéré pendant une année. Voilà. C'est super ça. Voilà. Ça prend combien de temps chez vous, Legal Doctrine? Enfin, dans vos journées, dans votre quotidien? Alors,
Bon. Quand je dis que ça vous prend combien, en fin de compte, c'est combien d'heures consacrées à Legal Doctrine En fait, par jour, par semaine? La journée, je travaille avec PwC, donc un cabinet d'audit. Donc mes journées sont essentiellement consacrées à PwC, mais après, en fin de journée, donc à partir du moment où je finis ma journée, je reprends le relais avec Legal Doctrine. Après, il y a une équipe qui gère très bien ça, donc, une chargée marketing, une business dev qui s'occupe un peu de tout ça. Pour toutes les infos, vous avez le numéro de téléphone, le 0560 427 144, 0560 427 144, du dimanche au jeudi. Voilà, oui. De 9h à 18h. Vous avez une assistance technique pour toute question sur nos solutions numériques, c'est 0560 427 144 aussi, avec un service opérationnel 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est déjà pas mal. Pour le web, c'est simple. Pour vos mails, c'est contact@legal-du6 doctrine avec un e.com, ou sinon assistance technique, vous avez assistance @legal-du6 doctrine.com. Ça c'est pour le site. Il pourrait évoluer comment pourrait évoluer votre plateforme? Donc là on prépare, là on travaille sur le volet technique parce qu'en réalité on essaie d'éviter, on veut pas se brûler les ailes comme je l'ai dit, à chaque fois. On préfère se consacrer donc au fond législatif qu'on doit avoir et qu'on a aujourd'hui, et sur le service qu'on rend aux entreprises. Ça c'est très très important, ça c'est la priorité de la start-up. Et après c'est d'intégrer le mieux et au plus vite le marché algérien en long et en large. Donc c'est un petit peu l'objectif de la première année. Votre site est hébergé où? Donc il est hébergé au sein de nos serveurs, ici en Algérie, et nous avons des services backup qui sauvegardent ça. À l'étranger? Exactement, oui. Il n'aurait pas été plus intéressant, c'est une question bio, après j'assume, j'assume ma question, vous assumez votre réponse. Il n'aurait pas été intéressant pour vous d'héberger aujourd'hui votre site, effectivement dans des serveurs qui appartiennent à Legal Doctrine, c'est très bien, mais ici en Algérie, en .dz par exemple? Non, en fait, en .dz, c'est juste le nom de domaine. Oui. Donc en réalité, pour plus de sécurité, donc on a préféré... Oui, c'est vrai qu'il y a le nom de domaine et après il y a l'hébergement à l'étranger ou en Algérie. Exactement. Donc, et alors donc non, aujourd'hui notre 90% de notre backup donc, est en Algérie et notre sauvegarde est ici. Après, pour éviter donc, les conflits avec... La connexion, la lenteur de connexion qui existe aujourd'hui en Algérie, on a préféré quand même avoir un backup qui est très important. Et ça se fait partout dans le monde. C'est-à-dire que vous hébergez toutes vos informations ici, vous avez une option de sauvegarde à l'étranger. D'accord, vous avez une sauvegarde de l'autre côté. Voilà, c'est en jamais. Parce que nous avons aussi des clients en Algérie et des clients à l'étranger. Donc nous avons aujourd'hui... Il est surtout bon de sauvegarder un peu tout ça. C'est 8 ans de travail, quoi. C'est pas... Voilà, 7 ans de travail, exactement. 7 ans de travail. 7-8 années. Ouais. Que pourrait-on vous souhaiter, monsieur Walid Ranmi? De réussir. Ouais. C'est tout mal que l'on vous souhaite, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et c'est tout. Aujourd'hui, vous pouvez accueillir jusqu'à combien d'abonnés? Notre espace... sans que votre site ne bloque ou ne bug, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, on peut accueillir plus de 2000 abonnés. Pardon? Plus de 2000 abonnés. Plus de 2000 abonnés. Notre plateforme peut accueillir plus de 2000 abonnés, oui. En simultané? En simultané, on peut rechercher en même temps. Bonne chance. Voilà. Legal Doctrine, quand le droit rencontre la technologie, le big data au service du droit pour une recherche juridique 2.0. Simplifiez votre recherche juridique grâce à notre moteur de recherche. Quand le droit rencontre la technologie, enfin voici tous les... Est-ce qu'on peut montrer une dernière fois juste pour avoir d'ailleurs voilà, l'adresse donc de cette plateforme juridique, première du genre en Algérie. Exactement. On voulait vous saluer par rapport à cela et d'ailleurs c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On vous souhaite encore plus de succès. Il est vrai qu'il est hyper compliqué de nos jours d'obtenir la bonne loi, la bonne législation, celle qui est d'actualité, non pas celle qui est passée il y a quelques années, celle qui a été abrogée, non pas celle qui est en projet.
Et donc, du coup, cette plateforme, elle permet tout simplement aux spécialistes et ceux qui ont un lien direct ou indirect avec la législation, d'en savoir un peu plus, de se documenter. Il faut dire qu'il y a une équipe qui travaille sur l'actualisation de toutes les lois et tout le contenu au quotidien. Merci Walid Rami. Merci de m'avoir reçu. La dernière question, est-ce qu'on peut devenir riche avec une plateforme juridique? Non, pas riche, mais... On peut vivre aujourd'hui grâce au web? On peut vivre, oui. Oui. On peut vivre. On peut même bien vivre avec le web. Oui. Après, dans une année, on se travail. retrouvera, vous serez à 100 employés, vous pensez? 100, ça serait un petit peu trop prétentieux. Mais bon. Ce serait un peu trop prétentieux, ça coûterait un peu trop cher à la classe, et ça me coûterait un de peu IRG. trop en IRG. Exactement. Donc, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite des milliers et des milliers d'abonnés. Merci Parce qu'on n'est beaucoup. pas sur un cas de client, on est vraiment sur un cas d'abonné parce que c'est la première plateforme juridique. Et elle permet un accès à toute la législation algérienne depuis 62 à aujourd'hui, avec toutes les actualisations qui surviennent de nos jours. Bah, vous retrouverez tout cela tous les jours. Voilà. Merci Walid Rami. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, quant à nous, on part du côté d'Adrar. On va à la découverte du cratère des Wartis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Je vais corriger l'appellation. C'est Rahim Abdelaziz qui nous emmène du côté de ces cratères-là. C'est à Adrar et c'est à découvrir absolument. Allons-y, on se retrouve juste après. Au cœur du plus grand et plus vieux cratère d'origine météoritique d'Algérie. Il s'agit du cratère de Warxis, connu mondialement des géologues. Il faut escalader le haut des parois rocheuses du cratère pour pouvoir apprécier sa forme circulaire. Au fond, se sont constitués des sédiments dont les dépôts remontent à des milliers d'années. L'impact réel de la météorite qui s'est abattue sur le massif de Warxis il y a plus de 65 millions d'années reste difficilement perceptible à l'œil nu. De Souihat à la région de Brahim Berzouk, près de Tefgoum, se trouve au niveau des massifs de Warxis le cratère météoritique qu'a enregistré cette région il y a plus de 65 millions d'années, au Crétacé supérieur. L'impact a provoqué un cratère où les débris sont encore présents dans cette région. Parmi ces débris de l'impact de la météorite de Warxis subsistent des coraux fossilisés. On peut apprécier ce corail à travers ses formes poreuses, aujourd'hui métamorphosées en roches dures. Le cratère de Warxis s'étale sur 3,5 km de diamètre. Les falaises de grès l'encerclent entièrement. Au fond, les grosses voitures tout-terrain apparaissent minuscules. Le cratère de Warxis, vu par des astronautes à partir d'une station spatiale internationale. Il s'impose de lui-même par sa grandeur, au niveau de ses massifs rocheux. Hassimounir, Bouaqba et les massifs de Warxis restent ces régions de Tindouf où les paysages envoûtants l'emportent sur la monotonie qu'impose le désert. C'est ça mon métier. Warxis à l'honneur. Voilà, j'avais dit Warxis tout à l'heure, mais c'est les Warxis. Voilà, c'était les cratères et la vallée des Warxis. C'était avec Rahim Abdelaziz, avec le commentaire. Évidemment, vous aurez reconnu sa voix. En tout cas, j'espère, c'est Amel Lalbi, que l'on salue. Alors ce matin, dans cette matinale, on retrouve l'inventeur du jour. Il s'appelle Karim Hamaï. Bonjour à vous, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, il y a quelques instants, je vous posais la question, je vous disais, à part ça, vous faites quoi dans la vie ? Dans la vie, je fabrique des machines. C'est ça mon métier actuellement. D'accord. Alors du coup, j'ai un problème de... Attention, vous n'avez pas bien attaché le chien aujourd'hui. Je suis en train de me détacher. Alors du coup, Hamaï Machinerie, comment a commencé cette histoire de machine ?
Hamaï Machinerie, c'est une aventure qui a commencé maintenant, ça fait un peu plus d'une année. Oui. L'idée de départ, c'est de fabriquer une machine pour développer la boulangerie traditionnelle. D'accord. C'est comment apporter un plus pour développer les processus de fabrication pour la boulangerie traditionnelle. C'est ça l'idée de départ. C'est vrai que la conception et le développement a pris près d'une année. Pour déposer un brevet pour cette innovation, déjà. Ensuite, l'étape d'après, c'est de concevoir une machine à la commercialisation. Mais vous venez de quel domaine? À la base, moi, je suis financier de formation. Je suis licencié en finance, en économie. J'ai un parcours qui était essentiellement dans le commercial. Oui. J'ai fait plusieurs multinationales dans la grande distribution, dans les produits de grande consommation. Oui. Et voilà, ensuite l'idée c'était pourquoi ne pas créer ou développer des équipements destinés à nos produits artisanaux. C'est ça l'idée. Donc pourquoi toujours adapter des concepts étrangers, utiliser des équipements étrangers. L'idée pourquoi ne pas innover, créer un équipement algérien destiné à un utilisateur algérien, spécifique. C'est ça l'idée, en gros. Il y a une année, vous avez pensé à cette machine? Non, une année, non. Ça a pris plusieurs années. L'idée, ça a mûri pendant plusieurs années. Mais le passage à l'acte pour commencer la fabrication, ça a commencé en 2017. Voilà. Hamaï Machinerie, le tagine évolue pour vous. Tri 900, pourquoi cette appellation très asiatique? C'est eux qui adorent 3 lettres, 4 chiffres et c'est réglé. Tri 900, c'est tagine rotatif industriel. J'ai pris le. C'est pas. Faut pas faire trop compliqué. C'est tagine rotatif industriel. Oui. 900, c'est pour le diamètre de la plaque du tagine. D'accord. Quelle est la différence avec la tabouna classique? Parce qu'à l'époque, on mettait une tabouna, on mettait le tagine, et hop, c'était réglé. Oui, pour l'usage domestique. À l'usage domestique, une tabouna, c'est l'idéal. Oui. Mais quand on fait du pain à l'échelle commerciale ou l'échelle industrielle, maintenant, quand on va dans les boulangeries traditionnelles, on retrouve des batteries de 10, 12, 15 tabounettes qui sont branchées. Et des fois, il y a des risques de se débrancher n'importe comment, il y a des risques d'hygiène, des risques de sécurité. Oui. Là, c'est une machine qui peut remplacer jusqu'à 10 tabounettes et qui consomme l'équivalent d'une seule taboune. D'accord. Donc déjà, il y a le gain d'espace. Il y a un gain en termes de rendement, en termes de rapidité, et en termes d'énergie aussi, qui est très important. Votre tagine, c'est un diamètre de 90 cm, c'est presque 1 mètre. D'accord. Donc déjà, en capacité de chargement, c'est très important. Et si on prend par exemple la galette classique, c'est la classique, on taille une galette d'un poids de 200 à 250 grammes, on peut mettre jusqu'à 16 pièces en même temps. 16 pièces sur 1 mètre? Oui. Sur un cercle, oui, on peut mettre jusqu'à 16 pièces. Vous ne ferez pas la galette de ma grand-mère. Hein. La galette de ma grand-mère faisait cette taille-là juste pour une pièce. Je ne vois pas comment vous voulez qu'on fasse 16 sur 1 mètre. Ah si. Ouais, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous l'avez dit, industriel, vent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, on n'est pas sur le même niveau d'exigence que... Si, c'est comment garder le même résultat, avoir le même rendu, comment garder la même recette, mais la produire à une échelle commerciale. Voici les images que vous nous avez préparées. C'est votre machine, c'est cela? Oui, c'est ça. Ah, elles sont bien tournées en tout cas. Alors, vous pouvez commenter, hein, vous savez, c'est... Donc là, c'est la mise en marche de la machine. On voit la plaque qui tourne. C'est une plaque qui tourne à vitesse variable qu'on peut régler en fonction du type de préparation. Mais pourquoi elle tourne, votre plaque, juste pour savoir? Elle tourne pour une raison très simple. C'est pour pouvoir charger plus de produits dans un espace réduit. Et l'opérateur se tient à un point fixe. Il n'a pas à courir derrière le produit. C'est pour gagner en termes d'ergonomie. Et aussi par rapport au chauffage de la plaque. Donc c'est la plaque qui tourne au-dessus d'un brûleur. Et non, il n'y a pas plein de brûleurs en dessous de la plaque. Donc là, c'est ce qui fait aussi le gain d'énergie. Voilà. Cuisson à cœur, sans brûler. Ouais, quand même, hein. Après, on n'est pas sur... Ah, ça fait des mahajib aussi. Oui. Ça fait des crêpes, ça aussi? Ça peut faire des crêpes. On a fait le bré parce que c'est destiné essentiellement aux produits artisanaux, traditionnels.
Donc ça fait Kessela, Rome, le Bgrir. Miltro. Oui, c'est ça, les Miltro. Ça, on les appelle chez nous Tiboua Jejine. Terrarifin ou Tiboua Jejine. Ouais, ça dépend de. Ça dépend. Ça cuit tout, hein. Aujourd'hui, votre machine, elle est commercialisée? On vient de lancer la commercialisation de la machine. Oui. Donc on essaye de diffuser un peu l'information, de la présenter, on fait des démonstrations. On a fait même des placements de la machine chez des artisans pour faire des essais, pour faire de la démonstration. Aujourd'hui, une machine comme celle-ci, elle coûte combien? Elle coûte autour de 450 000 dinars. D'accord. Qui est un investissement assez. Bah conséquent. oui, c'est un investissement, mais quand on voit le rendu et le gain et ce que cette machine peut rapporter, ça reste un investissement très rentable. Oui. Aujourd'hui, on peut cuire du pain plus rapidement avec cette machine? On peut cuire plus rapidement, plus. Par contre, votre cuisinière, vous pourrez lui dire juste quelque chose, s'il vous plaît. Vous lui dites quand on fait de la galette, on la troue avec une fourchette. Il est impossible qu'on ne trouve pas une galette avec une fourchette. C'est ce qui la rend plus molle. C'est parce que tout est contenu, alors que quand on la trouve, ça donne des trous, ça crée de l'aération et ça donne ce côté un peu dur, même si. Même il y a le visuel aussi, hein. On a l'habitude de voir. S'il n'y a pas les trous, Bon, après, effectivement, ça c'est la version constantinoise. Ça c'est la version, voilà. Ça c'est la galette de Khalti Bariza. Voilà, Khalti Bariza, juste mets des trous et tu verras que ça ira. Ouais, parce qu'elle est un peu molle. C'est l'exercice. Je sais pas ce qu'en pense votre épouse, mais moi je trouve qu'elle est. C'est l'exercice quoi. C'est pas la galette. C'est pas remontagé. Voilà, c'est ça, c'est pas remontagé. Mais c'est une super invention. Hein. Tri 900, tagine rotatif industriel pour les professionnels. Oui. Et pour ceux qui aiment les pour ceux qui aiment la bonne galette de chez nous. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des stocks? Un petit stock, oui, un petit stock. Ça veut dire quoi un petit stock? Un petit stock, c'est 2-3 machines. 2-3 machines? Oui, il y a des machines en production. Une, oui. Une seule? On vient de commencer, donc ça fait à peine un mois qu'on a lancé l'entreprise. À qui? À un artisan. Qui se trouve où? Il faut lui rendre hommage parce qu'il rentre dans l'histoire. S'il a acheté la première machine de Karim Hammaï, ça veut dire que c'est celui qui pourra dire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, je suis le premier à Il se trouve à Bjaya. Bah oui, en même temps. C'est super ça. Vous en avez une à la maison? À l'atelier, oui. Certainement. À la maison, non. À la maison. Tu rentres avec une machine comme ça, tu la donnes à ton épouse. Chérie, c'était le 8 mars, ton anniversaire. Tiens, prends. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire déjà? On a tout dit, pratiquement. Pratiquement, oui, on a fait le tour, si on veut. Oui. Il n'y a rien à rajouter? Vous êtes chez vous ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ça. On n'est pas dans une interview, ça ne sert à rien de toute façon. On discute, on échange. Oui, là, on essaye de diffuser un peu le produit, de le montrer. On sera présent dans un salon cette semaine à partir de lundi. Je ne sais pas si je peux dire le nom du salon. C'est le grand événement destiné à l'agroalimentaire. Le Jazz Agro? Le Jazz Agro, exactement. Donc, on sera présent au Jazz Agro à partir de lundi. Voilà, c'est un peu le moyen de toucher un peu tout le monde de la boulangerie et de ce milieu, des professionnels. Voilà, donc venez nous voir. Vous verrez la machine de visu, on fera des démonstrations. Donc, le taux d'intégration sur cette machine? Le taux d'intégration, il est autour de. L'idée est algérienne, c'est très bien. L'idée est algérienne. Pour une fois, je tombe sur un industriel qui dit la vérité. Je savais que ça arriverait un jour. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Donc, l'idée est algérienne. L'idée est algérienne. C'est la vôtre, il n'y a pas de souci. Oui. Très bien. Vous avez le mérite de. Après, dans votre machine, est-ce qu'on peut la revoir à l'image juste une dernière fois, s'il vous plaît? Dans votre machine, il y a des composants? Oui. Forcément. Ou certainement. Alors, on y va. Qui, quoi, comment? Alors, les composants. Qui, d'où, surtout? Il y a le taux d'intégration de produits locaux, il est à peu près de 35%. C'est les aciers. Oui. Les composants mécaniques qui sont fabriqués localement, les composants électriques qui sont en partie fabriqués localement, tout ce qui est armoire électrique, câblage, tout ça est intégré avec des produits locaux. Oui. Ensuite, il y a des produits où il y a un peu plus de technicité qu'on ne trouve pas en produits localement, c'est des équipements italiens ou espagnols qu'on intègre, donc qu'on reprend par rapport de d'autres secteurs d'activité, qu'on intègre sur nos équipements. D'accord. Voilà. Mais on essaye, dès qu'il y a, moi j'essaye d'intégrer au maximum les composants algériens. Déjà, pour les trouver, pour ne pas avoir de risque de pénurie et tout. Bah oui, et il n'y a pas de honte à dire qu'on peut intégrer des composants algériens parce qu'ils sont fiables et ils sont sûrs. Et on les trouve sur le marché.
C'est ça. C'est ça. Et ils sont disponibles. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout résumé. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Prenez soin de vous. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. J'espère qu'il y aura tellement de commandes que vous ne pourrez même plus répondre au téléphone. Bah si, à vous aussi, toujours. Vous allez faire comme quelqu'un que je connais qui regarde l'émission là ce matin. C'est qu'à chaque fois que ça marche très bien pour lui, il éteint son téléphone. Preuve de succès. Bah, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès à vous et à votre épouse. Merci. Vous avez des enfants ou pas? Oui, 2. 2? Sophia et Hakim, 10 et 8 ans. Eh ben, que Dieu vous les garde et qu'il vous les préserve. Bah, bonne chance, merci encore pour la galette. Tu veux en prendre un bout? Tu veux pas passer à la télé? Je veux juste parler de toi 2 secondes. Alors j'ai un caméraman, c'est un super garçon. Voilà, j'ai un truc à dire. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Allez, viens. Tu viendras tout à l'heure. Voilà, je suis sûr qu'il viendra tout à l'heure parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Lui qui est un grand supporter du Mouloudia d'Alger. Eh ben, j'ai une superbe annonce à faire devant lui. Ce sera pour tout à l'heure. Nous, on va parler textile dans quelques instants avec la 2e édition du Salon international de la mode et du textile. Ça se passe au centre des expositions d'Oran. Ça se passe du 25 au 28 avril prochain. On en parle dans quelques instants avec Amine Bakouche. Mais ce sera d'ailleurs juste après ce reportage. Alors juste une parenthèse, tout à l'heure, la fameuse vallée des Wark 6, c'était pas avec Rahim Abdelaziz, parce que Rahim Abdelaziz était passé par Adrar sur l'un de ses documentaires, c'était avec Bouchra Bouali, voilà, et avec la voix de Bouchra Bouali. Voilà, c'est dit, c'est corrigé, vous m'en excuserez, même si je ne suis pas non plus le concepteur de toutes mes erreurs. J'espère que c'est compris. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de textile et de mode. Allons-y. Habits ou ornements ou signes distinctifs, la Qachabia ainsi que le burnous sont là malgré l'absence des flocons de neige. À Djelfa, la tradition perdure. Pour les Ouled Naïl, ce vêtement est toute une philosophie. Le burnous, c'est un produit, une fabrication commune entre l'homme et la femme. Il y a de la communion très très intéressante dans le travail. Donc le produit, le burnous, quand il est fabriqué, d'abord soit on l'utilise en apparat, dans la tenue vestimentaire, soit en protection contre le froid. Cependant, les prix du burnous ou de la Qachabia restent exorbitants. Nous avons rencontré un groupe de femmes à Mas'ad. Elles ont toutes leur carte d'artisan, mais elles nous expliquent que les choses ne sont pas si évidentes. L'obor du chamelon est très cher. Il faut qu'on achète plus de 2 kilos pour une Qachabia. Nous sommes obligés de le mélanger à un autre. Nous avons un problème de matière première. Elle est très chère. Chez les dromadaires, la production lainière est faible et la tonte peu pratiquée. Le poil du jeune dromadaire est recherché pour sa qualité supérieure. Vers l'âge de 2 ans, un chamelon peut produire jusqu'à 3 kilos de toison. Seulement, le prix du kilo dépasse les 15 000 dinars. Si on achète 2 kilos d'obar, on n'obtient que 900 grammes. Les femmes sont obligées donc de mélanger le vrai oubar à un autre de qualité moindre, et même parfois du synthétique. Le prix alors baisse. Leurs affaires ne sont pas florissantes, elles ne gagnent pas beaucoup, mais comme Pénélope, inlassablement, elles tissent. Bien, hein, pas mal ça. Alors c'était sur la toison, c'est le fameux Oubar, c'est Siem Kenouch qui a été à la découverte de cela. Et la partie artisanat et la partie... il faut avoir des dromadaires avant. Bah oui, forcément. Et ceux qui fabriquent, qui récupèrent la toison et qui la fabriquent, qui la préparent et qui en font des barnous. Vous avez vous-même un barnous ou pas? Non, j'en ai pas. Vous n'avez pas de barnous? Pas de barnous pour le moment. Mais j'aime les barnous quand même. Pour le moment, je vous souhaite d'en avoir un prochainement. Inch'Allah. Pourquoi? Parce que vous êtes d'abord directeur général d'une entreprise qui s'appelle Textile avec un Y, pardon. Textile Expo. Textile Expo. Voilà. Expo, oui. Vous êtes organisateur de salons, et ça tombe très bien, on va parler d'un de vos salons, et c'est le Salon international du textile et de la mode, Textile Expo 2018. Ouais. Alors, monsieur Mohamed Amine Bakouche, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. Votre entreprise s'appelle elle aussi Textile Expo, hein? L'entreprise, c'est la SAR, le CGCOM Event,
organisateur de l'événement Textile Expo. Et vous avez une carte de visite spéciale pour l'événement. C'est ça, c'est spécial pour l'événement. Ouais. Alors l'événement va se dérouler à Oran du 25 au 28. On en parle. D'abord, qu'est-ce que cet événement? Bon, c'est Textile Expo, c'est dans sa 2e édition. C'est le salon international du textile et de la mode qui va se tenir du 25 au 28 avril 2018 au centre des expositions Mohamed Ben Ahmed, le Méridien d'Oran, Algérie. Cette édition qui va regrouper tous les acteurs économiques autour du textile, du cuir et de la mode. De la matière première, du tissu, en passant par les process, les designs, les machines, les lignes de fabrication, jusqu'au prêt-à-porter, accessoires et tapisseries. C'est l'occasion pour rencontrer tous ces acteurs économiques, fournisseurs, acheteurs, visiteurs, exposants. Il y a tout un programme durant cet événement. Il y a des conférences, il y a des B2B, des B2C. D'accord. Moi, je suis en train de regarder le catalogue de l'année dernière. Ah, d'accord, très bien. Ouais, ça s'est passé du 2 au 5 avril dernier. 5 avril, oui, 2017. C'était en 2017. Ouais. C'était sous le haut patronage du ministre de l'Industrie et des Mines et du Wali d'Oran. Cette année aussi, vous avez un patronage ou pas? Cette année, malheureusement, notre ministère de l'Industrie et des Mines, il ne parraine aucun événement. D'accord. C'est la nouvelle stratégie. On a fait notre demande, mais... Vous avez eu une réponse, mais en tout cas, vous avez le mérite d'organiser votre salon. On a eu lettre d'encouragement pour une continuation. C'est déjà très bien. Ouais. Et ça fera de vous un salon totalement indépendant. Alors, votre salon va se dérouler donc à Oran, vous l'avez dit, du côté du Méridien, au centre des conventions, au palais des expositions. Alors, ce sera l'occasion de retrouver combien d'exposants à cette occasion, en mode et textile? Oui, cette année, il va regrouper plus de 100 exposants. 100 exposants, c'est à peu près dans les 50-55 exposants étrangers. Et entre 50 à 60 exposants algériens. On connaît les Algériens, c'est toujours la dernière minute qu'on réserve leur... ça veut dire que d'une certaine manière, vous êtes en train de dire que les inscriptions sont encore ouvertes. Sont encore ouvertes, bien sûr, oui. Alors, à l'occasion, il y a la partie expo, il y a la partie, vous l'avez dit, mode et textile, il y a la partie animation et show. Il y aura quoi cette année? L'année passée, on a fait un très grand défilé de mode avec la participation de plus de 700 visiteurs dans une seule salle. Il y avait la participation de 10 stylistes entre les nationaux et les étrangers. Il y avait des débutants, des ressortissants de l'école de Paris qui sont les Ben Ouadnaf, le défilé de mode, ils sont en train de faire leur carrière. Il y avait des Tunisiens, des Marocains. Ça c'était pour le défilé de mode. Il y avait des très grands conférenciers de renommée mondiale qui généralement donnent leurs conférences dans les plus grands salons. C'était surtout dans le textile intelligent, dans les stratégies des usines pour le textile, dans les startups. Et cette année, on va changer un peu le thème. C'est surtout que ce qu'on a besoin dans l'Algérie, ça sera des conférences techniques, surtout dans les machines, dans les solutions, dans les logiciels. On va généralement selon les besoins des exposants et les besoins d'Algérie. Généralement, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un jeune qui veut lancer son industrie, pas son industrie, mais sa marque dans le prêt-à-porter, est-ce qu'il est facile aujourd'hui de monter des entreprises et de trouver les industries qui permettent de reproduire les modèles, de les réaliser? Pour créer une entreprise, généralement, déjà c'est le cas favorable pour l'Algérie parce qu'il y a beaucoup de manque. On a de la matière première. Concernant les machines, généralement, c'est pour cela qu'on avait l'initiative de faire ce salon, c'est pour avoir la technologie, parce que c'est ça la différence entre les entreprises algériennes et les entreprises étrangères. C'est le savoir-faire, c'est la qualité des machines, parce que maintenant, on travaille sur le coût, on travaille sur le temps, sur le délai, sur les performances. Les machines, généralement, les usines algériennes utilisent des anciennes technologies. Maintenant, tout a changé. Il y a des investisseurs étrangers qui veulent investir dans l'Algérie, dans le secteur. Normalement, c'est facile de créer une marque. Il faut le côté marketing et le côté savoir-faire. Et on a tout pour faire des marques, pourquoi pas. On vous souhaite bonne chance, 25-28. Merci beaucoup. Les groupes publics seront présents ou pas? Bien sûr, il y a le groupe JTEX avec tous ses branches. Avec toutes ses branches. Avec la MAPAP, avec... Il y a le Texalg, il y a le CH, il y a le l'éther de cuir, il y a une nouvelle entreprise que je ne me rappelle pas son nom. Ils sont présents. Ils sont présents, oui. C'est super ça. Bonne chance en tout cas. Merci. L'année passée, il y avait les entreprises militaires. Cette année, on attend toujours leur validation, pas encore.
Et il y avait beaucoup de privés, mais généralement, si on voit la participation, c'est la participation étrangère qui est plus forte que l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est les difficultés qui passent des entreprises algériennes. Parce que la plupart, par exemple, même si ceux qui existent, cette année, ils ont beaucoup de changements de loi. Ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas de machines. Ils attendent toujours l'arrivée de leurs matières premières. Et les autres, c'est des petites entreprises qui sont en création. Et la plupart, c'est des petits ateliers, d'accord, qui n'ont pas les capacités d'exposer. On les encourage, d'accord, mais généralement, c'est le cas. Mais les étrangers, ils ont un savoir-faire, ils veulent exporter, ils veulent investir. C'est pour cela qu'ils viennent en Algérie. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, merci monsieur d'avoir Merci accepté notre beaucoup. invitation. Oui. Mohamed Amin Bakouche, directeur général de cette entreprise qui organise cette deuxième édition du Textile Expo 2018. C'est le Salon international du textile et de la mode dans sa deuxième édition du 25 au 28 avril prochain. Ça se passe à Oran. Bonne chance. Merci beaucoup, monsieur bientôt. Perez. Merci. Revenez quand vous voulez. Vous D'accord. voulez un bout de pain avant de partir? Merci. Vous partez à Oran cette semaine? Donnez-moi un petit morceau. Merci beaucoup. Non, 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 non. Une complète, merci beaucoup. Nous, on est toujours généreux avec ce qui ne nous appartient pas. Bon courage, monsieur Perez. Merci beaucoup. Merci à vous, camarades. Allez, nous, c'est la boucle que l'on va voir. C'est cette fameuse série d'images avec de la musique qui vous permet de revoir un peu la capitale pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis on se retrouve juste après avec Hakim Keshroud et les sports. Allons-y. Ah là là, excellente matinée à vous tous. Il est là, Hakim Keshroud, bonjour. Bonjour Mahrez, bonjour Bienvenue à à tous. vous, comment ça va bien? Ça va, merci, et vous? Tranquille? Tranquille. Ouais, super. Tranquille, On va comme parler chaque sport week-end. ce matin? Ouais. Ouais. Et beaucoup de foot. On va parler. Il y a beaucoup de foot ce week-end. J'ai vu Rabah Ahmad hier à la télé. Oui. Ouais. Bah, Vous avez suivi? il s'est expliqué un petit peu, oui. Ouais. Oui. Ça a Enfin, il convaincu? s'est expliqué. Il a donné son point de vue Oui. sur toutes les critiques et bah, tant mieux pour lui. Ça a convaincu ou pas? Certains. Certains, pas tous. Certains, pas tous. Après, Voilà. oui, il y a le libre arbitre, hein, chacun. Exactement. Tu regardes une interview, tu juges toi-même et puis tu es convaincu ou pas. Mais par contre, l'insulte, c'est pas bien. L'insulte, les moqueries, toucher à la famille et autres, ça, c'est pas. Voilà. Évoluons un peu, essayons de. Ça on sort peut de pas aimer l'éthique. certaines choses, mais on n'est pas obligé de les détester, de les haïr. Ce sentiment ne devrait pas exister. Et ça sort de l'éthique sportive. En tout cas, bon, bah, bonne chance à lui. Bonne chance pour le chemin à parcourir encore. Allez, ce matin avec vous, monsieur Keshroud, les sports avec beaucoup de foot. Et ce week-end, on commence par l'équipe nationale féminine battue pour son premier match. Aller des éliminatoires de la CAN 2018. Ah oui, 2-1, c'était l'équipe nationale féminine de football qui s'est inclinée face à son homologue sénégalais sur le score de 2-1 mercredi soir au stade Alassane Diogo en match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN 2018 féminine. Dans la phase finale est prévue le mois de novembre prochain au Ghana. Les buts sénégalais ont été marqués à la 5e minute de jeu et à la 10e minute de jeu par respectivement Mariama Dediou sur penalty et Mama Diop. Les Algériennes ont réduit la marque à la 38e minute de jeu par Mariam Yasmine Ben Lazar. La manche retour est prévue le 10 de ce mois d'avril. Ça se passera à Alger et on espère que les filles vont pouvoir bien sûr revenir au score. 2-1, avoir marqué déjà un but à l'extérieur, c'est déjà pas mal pour nos filles et elles peuvent faire la différence au match retour. Ligue 1 avec
Enlève-moi ce pas là. Entre nous, c'est pas correct ce qu'on est en train de faire. Enlève-moi. C'est toi qui adore ça en plus. Ouais, mais non, pour le pain. Gourmand. Non, pour le pain. Un petit café pour Mahrez, comme ça il J'en va ai un. prendre ça. Pour le pain. Je vous ai promis un mug d'ailleurs. Le fameux mug. Ouais. Je vous le prépare. Hein. Ah bah oui. Moi, le problème, c'est que j'ai votre mug. D'accord. C'est un super mug de dingue. C'est juste par la sérigraphie. Il fallait que je vous mette votre nom. Je voulais mettre Hakim de Keshrut quand même. Merci. De Keshrut. Ok. Alors du coup, non, un peu déçu par le pain. Moi, j'aime bien Al-Quran. Celui-là, il est trop mou pour moi. Alors du coup, la Ligue 1 avec la mise à jour du calendrier. Il se régale et critique, voilà. Bon, il se régale. Non, mais c'est très bien. Voilà. Elle a une main qui pourrait plaire aux Constantinois et aux gens de l'Est. Moi, la mienne, elle n'est pas comme ça. Alors, la Ligue 1, avec la mise à jour du calendrier, ce classico entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, et précieuse victoire des Kabyles avec le coup d'envoi de la 25e journée de ce vendredi. Et ce samedi. Alors, du coup, je comprends plus ce que j'ai dit. Vous savez, il y a eu la mise à jour avant donc cette Mouloudia 25e JSK, ça s'est joué. Ça s'est joué, c'est juste avant cette 25e journée. 3 buts à 1, c'est bon, c'est avéré, c'est acté. D'accord. D'accord. Oui, on va revenir déjà sur ce match. On y revient? Bah oui, on va voir les images quand même. Allez-y. Voilà. Allez-y, parce que j'ai quelque chose à dire. Ok, allez, 3 buts à 1 pour la GS Kabylie, carnet donc mise à jour du calendrier du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, les GS Kabylie qui s'est imposé sur le score de 3 buts à 1, 2 buts à 1, donc en match comptant pour la mise à jour de la 23e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Jabout 8e, Hammar 32e et Ben Alji à 77e minute de jeu pour la GS Kabylie, alors que Deraja sur penalty 21e minute de jeu avait signé l'unique but du Mouloudia d'Alger. La rencontre disputée devant un public nombreux, hein, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde au stade du 1er novembre. Voilà, un big match donc, et 3 beaux buts de la GS Kabylie. C'est vrai qu'il y a eu... Il a marqué avec la cuisse. Non, il a marqué avec l'extérieur du pied. Ah, je pensais qu'il avait... je vous promets que je pensais qu'il avait marqué genre avec le bassin. Hop. Donc grâce à cette victoire, le Mouloudia donc reste 3e avec 40 points et rate l'occasion de s'emparer la 2e place du classement. Et réduire à 3 points l'écart face au leader, le CS Constantine, qui reste leader du championnat avec 46 points. La GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, on le rappelle, s'affronteront encore une fois le 13 avril prochain. Ce sera pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Ça se passera au Stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Voilà, ce sera un gros match. De la JS Kabylie, il doit être au beau fixe là. Oui, c'était un bon test. Oui, c'est un bon test. Après, c'est vrai que c'est le classico. Et Dame Coupe, c'est autre chose. Le classico, c'est un truc et la Coupe, c'est autre chose. Vous commentez un peu? On se permet? Allez-y, on va tenter. Le geste de Chaouchi. Il n'aurait jamais dû le faire. C'est ça. Voilà. C'est un international. Il a été harcelé, effectivement, par les supporters, par les ramasseurs de balles. Ramasseurs de balles. Ramasseurs de balles. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est vrai qu'il faut avoir un moral d'acier. Et c'est pas un job facile d'être joueur de foot. On est ça, pro. Clair. Voilà, c'est pas facile. Mais par c'est contre, vrai que on ne peut pas réagir de cette manière, parce que quand on est sur un terrain, on a la responsabilité des valeurs d'une société, on a la responsabilité des valeurs du sport. On a la responsabilité de jeunes générations qui nous regardent, qui copient même notre coupe de cheveux et des fois l'élastique du caleçon qui ressort par votre jean. Moi j'ai vu le même caleçon que l'autre. Il n'aurait jamais dû en tant que professionnel, en tant qu'international, il n'aurait jamais dû réagir. Et puis voilà, donc il l'a fait, il s'est pris un carton. Mais il l'aurait fait. Voilà. On connaît Chaouchi, il a le sang un petit peu chaud et voilà, il ne faut pas le chercher. Et quoi qu'il arrive, on le sait très bien. Il a un sang un peu chaud, il est payé pour être un joueur de foot, qui doit respecter des règles et qui doit donner le bon exemple à la société. Il y a une jeune génération qui arrive. Il y a un arbitre, c'est à lui de prendre des décisions, il y a des commissaires au match, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y avait un beau geste quand même. Après que l'arbitre l'ait expulsé, il y a eu... on s'est serré la main. On s'est serré la main, oui, mais c'était trop tard. Il est revenu vers l'arbitre, lui a dit voilà. Ils se sont serré la main, ça c'est fait. Et après, il s'est expliqué sur Instagram. Ah ben. Et il a dit Hagrouni, Chaouchi, mon frère, moi je t'aime beaucoup, hein, tu sais, je t'ai toujours soutenu. C'est toi qui as Désolé. Bon, allez, on continue. Il est comme ça.
On continue, vous avez d'autres matchs? Oui, la 25e journée qui débute aujourd'hui avec un gros match déplacement périlleux pour le leader, le CS Constantine, qui va se déplacer du côté de la Saoura ce vendredi pour disputer son match de la 25e journée face à la GS Saoura. On rappelle que le CS Constantine reste leader du championnat avec 46 points. Quant à la GS Saoura, pour sa part, ils sont 7e au classement avec 36 points. Et les autres matchs se joueront pour leur part ce samedi avec Paradou Athletic Club qui affrontera le Mouloudia d'Alger. On rappelle que le match GS Saoura CS Constantine sera en direct cet après-midi sur Canal Algérie, mais également sur la chaîne nationale, donc à suivre sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie à partir de 16h. Les restes des rencontres, Paradou Athletic Club qui affrontera le Mouloudia d'Alger, ce sera ce samedi. L'USM Blida accueillera l'US Biskra, le Nasser Hussein Day accueillera l'USM Al-Harrach, le Difa Tajnant recevra l'USM Belabech, et 2 matchs ont été reportés en raison de la participation des 2 clubs à la 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. C'est la rencontre qui devait opposer l'USMA d'Alger à l'Olympique de Médéa et le MC Oran au Shabab Riyadi de Belouizdad en raison de la participation du CRB de l'USMA d'Alger au 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine, les matchs allés. Voilà, qui se joueront le 8, on rappelle. Très bien. Allez, le programme de ce week-end. Alors cet après-midi, à suivre, un gros match, on va en parler dans quelques instants, pour le compte de la Ligue 2, 25e journée, à suivre cet après-midi sur la chaîne 4 et sur la chaîne A3 à partir de 16h. GSM Béjaïa, Mob de Béjaïa, c'est le match qui va pratiquement survoler toutes les autres rencontres à suivre cet après-midi. Également, GS Saoura, CS Constantine sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie. Et puis demain samedi, Paradou Athletic Club face au Mouloudia d'Alger, Nasser Hussein Day face à l'USM Al-Harrach, GS Kabylie, Entente de Sétif, là aussi un gros match. Et enfin, Difa Tajnant face à l'USM Belabès. Ce sont les matchs qui seront retransmis sur les chaînes de la télévision algérienne. Voilà. La Ligue 2. Non, on m'a dit que Chao Snafi Abra. Non, je disais, t'as fait le plus beau geste du monde, Chao. C'est juste pour vous remercier. C'est juste pour vous remercier. Et ta coupe de cheveux, ta couleur, j'adore aussi. Oui, non, je te jure que j'aime beaucoup ce garçon. Alors, du coup, on passe à la Ligue 2, oui. Oui, la Ligue 2 avec le derby. Donc Béjaoui entre la GSM Béjaïa et le Mob de Béjaïa, entre frères ennemis et actuel co-leader du championnat de Ligue 2 professionnel, qui sera à l'affiche de cette 25e journée qui va éclipser toutes les autres rencontres. Il va être à suivre puisque le gagnant de cette rencontre aura et va certainement assurer pratiquement son accession en Ligue 1 la saison prochaine. Big match entre la GSM Béjaïa et le Mob de Béjaïa, ce sera cet après-midi, je le rappelle, en direct sur la chaîne 4 et sur la chaîne nationale. Au programme de ce vendredi, le Shabab Riyadi d'Ain Fekroun qui recevra le Mouloudia de la Alma, le Wydad de Tlemcen accueillera le Cap de Borj Bouaraj, le RC Kouba recevra le Ralia de Mascara, la GSM Béjaïa, Mob de Béjaïa, Aïs Enmilila face à l'Azmo d'Oran, l'Aïs Ochlef accueillera le Mouloudia de Saïda, le Cap de Betna recevra la GSM Skikda, et puis enfin le RC Rélizen accueillera le ML Boussaada au classement. Mob de Béjaïa en tête avec 46 points en compagnie de la GSM Béjaïa, 3e l'AS Enmilila avec 45 points. Au bas du classement, le Cap de Betna est 14e avec 22 points, Ain Fekroun 15e avec 22 points, et également le Ralia de Mascara qui est 16e et bon dernier avec 24 points. C'est pour dire que rien n'est encore fait pour ce championnat de Ligue 2 qui va descendre la saison prochaine et qui va accéder. Ça va se confirmer peut-être lors de cette 25e journée. Voilà, bon vous enchaînez avec la Coupe de la Confédération. Ah oui, c'est juste pour rappeler que le Shabab Riyadi de Belouizdad et l'USMA... Coupe de la Confédération africaine de 8e de finale, pardon. Bis, voilà. Bis. 8e de finale bis, puisqu'après on va rentrer dans la phase de poule. Et donc le Shabab Riyadi de Belouizdad qui aura un match important face aux Ivoiriens de la SEC Mimosa, ce sera ce dimanche 8 avril à 15h au stade Félix Houphouët à Boigny à Abidjan. Et puis l'USMA d'Alger pour sa part affronteront les Nigérians des Plateaux United ce dimanche également à partir de 16h. Le match a été confié à un Sud-Africain, Victor Miguel Freitas Gomez. C'est pour dire voilà, qui va arbitrer cette rencontre. Les match retour se joueront dans une semaine au stade le 17 avril, donc au stade du 20 août 55 et au stade Omar Hamadi. Bon courage aux 2 représentants algériens à cette Coupe de la Confédération africaine.
Et ben voilà. Et mondiaux scolaires de cross. L'Algérien Oussama Chired, sacré champion du monde. Et oui, hein, ça s'est passé. Ah bah oui. En un temps de 16 minutes 09 secondes sur une distance de 5 km 1, l'athlète algérien Oussama Chired a remporté à Paris le titre de champion du monde scolaire de cross-country. Et puis donc l'Algérien 18 ans est suivi par le néo-zélandais Tamer Samuel en 16 minutes 10 secondes et le Marocain Boukahil Hichem en 16 minutes 13 secondes. Deux autres Algériens se sont classés à la 8e place, Saber Abed en 16 minutes 29 et à la 12e place, Abdelkader Mchiche en 16 minutes 44. L'Algérie a pris part à ces championnats du monde scolaire de cross-country avec 24 athlètes, 12 cadets et 12 cadettes avec l'objectif de monter sur le podium. Ça a été fait. On est champion du monde de cross-country scolaire. Oh, c'est bien ça. Voilà. Comme quoi, il faut investir sur l'école. Bah oui. Le vrai vivier, il sur est le là-bas. sport scolaire. Ouais, bah le oui. sport scolaire, c'est ça. Le vivier, il est là-bas. Allez, on termine avec la nomination d'un nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. J'allais finir avec, même si vous ne l'aviez pas écrit. Eh ben oui. Souhaite bonne chance à... C'est le nouveau ministre Mohamed Atbi qui a... Hatab, pardon. Je vous ai dit, on souhaite bonne chance. À notre ami Ould Ali, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc je disais Mohamed Hatab, qui a pris ses fonctions donc jeudi à Alger, donc en remplacement de Hadi Ould Ali lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au ministère de la Jeunesse et des Sports en présence des cadres du ministère. Le nouveau ministre a exprimé sa reconnaissance au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance placée en sa personne. Mohamed Hatab a occupé par le passé le poste de Wali de Béjaïa depuis décembre 2016 après avoir occupé plusieurs fonctions dans le secteur des collectivités locales, notamment secrétaire général des wilayas d'Alger, de Sétif et Wali de Sidi Bel Abbas. Il est né le 29 octobre 64 à Borj Menaïl Bourmerdes. Monsieur Hatab, diplômé de l'École nationale d'administration l'ENA, a également occupé plusieurs autres fonctions, à savoir chef de Daïra de Gouraya de la wilaya de Tipaza et de d'Azaba à Skigda, ainsi que Wali délégué d'Al-Harrach à Alger. Et je terminerai par cette info pour les amoureux du Kwan Kido. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline. Oui, voilà, ce sera ce vendredi et demain samedi. Ça se passera donc à la salle Harsha Hassan, à la participation de 400 athlètes représentant 50 clubs. Donc c'est le 8e championnat donc d'Algérie de Kwan Kido Junior Senior. Merci. C'est moi. Camarade, prenez soin de vous. C'est moi. Vous aussi. Bonne chance. Ne mangez pas trop de pain. Ah, ça y est, j'ai arrêté. Régime. À partir d'aujourd'hui, régime. À partir d'aujourd'hui. Tous les jours. 30 minutes, 3 km.